Le petit Lucas, de Wouldedon. Ces nuits sans lune, les forêts du Liscord étaient des royaumes ténébreux. Les étoiles se déchiraient au feuillage, les feuillages aux ombres, et les ombres aux éclats tranchants des plantes. Il y avait cette humidité du nord, oppressante, qui rendait les gestes lourds et lents, la marche pénible parmi ces masses de roches d'un autre âge où s'agrippaient les arbres et s'achopaient les plaques de mousse comme des parasites. Au plus noir des pentes et des replats passaient les reflets de la troupe comme des fantômes. Silencieux, malgré le poids des armures, malgré leurs armes, ils frôlaient l'écorce de pas en pas parmi des silhouettes plus vastes qu'eux. En tête, chacal forçait du pied les buissons d'épines et leur dégageait un sentier que quelques pas suffisaient à perdre. Ils n'étaient, pour les autres, malgré le peu de distance, plus que quelques faibles lueurs courbes aux courbes de son armure, la plate luisante où pendaient attachées par les cuirs les canines. Il était le plus bruyant, ouvrant la voie. Chacal semblait seul, vivant dans ce cortège d'ombre. À moins de 2 jours étaient les cendres, aux rumeurs de bêtes atroces. Chaque rumeur autour d'eux, chaque cri lointain, chaque souffle et chaque battement d'ailes leur faisait serrer leurs armes. Luana était la plus tranquille du groupe, parce qu'elle savait. Son pas creusait dans la terre, au poids de la maille, une empreinte qui n'était pas la sienne. Elle aurait pu tuer d'un regard. Elle aurait pu tenir la lance, mais portait au dos par 2 lanières en croix les lettres de serre. Alors, en cet instant, marchant parmi la troupe, et presque en son cœur dans l'obscurité des bois, son regard s'était éteint. Elle avait seulement, un instant, presque pressé le pas et, comme les autres, serré la poigne à la poignée de son arme, avant de se relâcher. Elle avait senti dans l'humidité le danger les traquer. Puis ce fut au tour de Mersch de sentir la présence peser sur eux. Il se retourna, derrière lui le vide de leur marche ouvrait un puits obscur comme les grottes, comme les ruines et les marais. Il fit encore un pas, le regard en arrière, et les 5 carquois jouant sur ses jambes alertèrent le groupe qu'il était aux aguets. Les carquois battaient contre ses cuisses malgré les lanières où suait l'humidité de la nuit. Mersch leva les yeux et, parmi les figures d'obscurité, les branches, les roches, l'ancien chevalier découvrit la première bête. Comme Luana, lui aussi se relâcha. Contrairement à elle, il ne savait pas. Mais il savait y croire assez pour ne pas y croire. Un croassement perça la nuit, juste au-dessus de leur tête. Il y en avait à présent par grappes, tenant les hauteurs des arbres, au fait et de strate en strate jusqu'où les feuilles commençaient à s'effilocher. Parmi les lames de ténèbres, les plumes noires s'agitaient. Ils entendaient battre leurs ailes, des coups vifs avant le silence. Ils ne pouvaient pas voir les yeux de sang, ils ne pouvaient pas les voir à cause de l'obscurité. Ils les devinaient seulement, et dans ces forêts du Liscord, c'était assez. « Chacal !» murmura Agnès. Elle désignait les corbeaux du regard. « Je sais !» s'entêta Chacal sans s'arrêter, sur le même ton. Et il commençait à sentir parmi les autres cette nervosité qui ne mentait pas, sauvage, qui précédait le combat. Sa vie tenait à quelques mots, celle des autres, au silence. Il pesait, à chaque pas, entre ces 2 choix, jusqu'à ce qu'un nouveau croassement pareil au râle l'arrête. Dans la nuit presque totale, les rares contours étaient ceux qu'ils entrevoyaient parmi des corps noirs, sans se reconnaître. Chacal ne bougeait plus, muet, sentit dans son dos un frisson et le poids de sa hache sanglée, un regret. Il plongea les mains aux 2 dagues. Ce fut comme un signal pour la curée. Déjà la forêt s'emplissait de cris rauques et de battements d'ailes. Ils voyaient au-dessus d'eux la forêt s'affoler. Les ombres par vagues sombraient sur eux. Agnès avait fait claquer les pierres à 2 doigts, d'une étincelle embrase à la torche, et dans la lumière aveuglante agitée à bout de bras, elle repoussa les volatiles, les vit de plein. Elle poussait un cri, comme malgré elle, à la vue des bêtes à 4 pattes, aux ailes doublées, sous leur bec une moitié de bec pendante. La masse fondit sur elle, alors même que les autres se débattaient. Les serres ouvertes allèrent labourer cuir et tissu, et émailler pièces de plate éparses pour les fendre, laisser des marques saillantes sur le métal. Mais elle portait un médaillon d'aube, comme il y en avait des milliers au Liscord, de ces médaillons de paysans. Sa masse roulant dans la masse repoussa les rapaces, éclatait leurs os. Elle en vit tomber autour d'elle au feu affolé de sa torche avant que la folie ne se retire. « À moi !» hurla Mersch, qui, en queue de troupe, perçait le cœur d'un volatile pour sentir le sang comme la poix couler en plein sur son gant. Les griffes acérées tailladaient son dos, son visage sans qu'il semble les sentir. Retournant l'arme dans sa poigne, il frappa d'arrière, et les bêtes dans son dos s'envolèrent à grand bruit. Irvin était sur lui, la lance à main inutile pour, de l'autre, armé de sa rapière, repousser les derniers ennemis. Au cri de son camarade, Irvin avait surgi des ténèbres, si bien que la torche d'Agnès sembla seule alors l'atteindre et le détacher des arbres. « On se resserre !» hurla Chacal, et le groupe se reforma. « Qui est blessé ?» lança encore Mersch, en ignorant ses propres plaies. Il ne les sentait pas, il s'en moquait. Son regard allait dans la lumière de la torche, inspecter ses visages pleins de hargne, pleins de terre. Le petit Lucas, avec son épée bâtarde, répondit « Je vais bien !» Il n'allait pas bien. Il était terrorisé. Il se donnait des airs. Un claquement et la torche de Luana arracha une seconde part aux ténèbres.
Autour d'eux, les arbres peignaient une frontière infranchissable, effaçant les directions et les sens. Les regards perçants se perdaient dans l'opacité ambiante, comme un brouillard. Ils pouvaient entendre encore, autour d'eux, ces plumes filantes et les claquements de bec, les croassements. Enfin, Charal cracha « Luana, bon sang, tu es blessée !» comme un père grondant son enfant. Elle détourna le regard. Blessée, cela signifiait trop. Tout le groupe, au ton grondeur de leur chef, s'était comme relâché, détendu, et leur sourire nerveux avait taillé dans la nuit comme une revanche. Mais Mersch, en inspectant le flanc ouvert alors qu'elle s'étendait, hochait la tête lourdement. Elle ne dirait rien, mais son attitude disait tout. Adossée au tronc et en silence, le regard perdu au loin, à attendre. Rien. « Qu'est-ce que c'était » demanda le petit Lucas. « Pas des corbeaux en tout cas, coupa Irvin. C'était rien, coupa Chacal, agacé. Lucas avait repris la torche. À mesure des secondes, sentant le groupe se détacher les uns des autres, il erra, au milieu d'eux, et sa lumière alla fouetter ces frontières nouvelles de buissons et de troncs rugueux où le lierre traçait ses symboles. Ni lui ni Irvin ne pouvaient saisir l'évidence. Agnès, elle, après avoir guetté, était revenue à Chacal. « On doit partir !» Elle savait avoir raison. Elle avait raison. C'était tout ce qu'il leur restait à faire. Ce fut une sorte d'excuse trop faible pour être sincère, quand son chef se retourna vers elle pour lui lancer « Tu veux la laisser là ?» Il la défiait du regard, de répondre, et elle répondit oui, sans hésiter. Elle avait saisi l'évidence, et elle n'avait pas vu plus loin que ça. Enfin, Mersch s'était relevé, le flanc de Luana bandé, il la saisit pour la relever, la soutint sur son épaule. Et la guerrière, malgré la douleur, faisait semblant de pouvoir suivre, s'efforçait d'aider son effort et de tenir, mais elle ne cachait rien. « Qu'est-ce que tu fais » s'emporta Agnès. « Tu as perdu la tête ?»« Personne ne te retient, » répliqua l'ancien chevalier. À nouveau les flammes se resserrèrent et les voix s'élevant, toujours étouffées par la nuit et la crainte, le petit Lucas regardait sans comprendre ce spectacle muet. Pour lui, tant qu'il y aurait les torches, les monstres n'attaqueraient pas. C'était la lumière qui, dans sa tête, les avait repoussés. Il ignorait tout. Ces croissements rauques autour d'eux, se multipliant crevèrent parmi leurs discussions, firent battre les cœurs. Soudain, le choix s'emportait, sans parole, par quelques gestes. Chacal détachait les sangles pour saisir sa hache et, dans le même geste, Mersch détachait son arc. Appuyée contre lui, Luana, silencieuse, jeta son regard sur le petit Lucas, qui faillit reculer avant de comprendre ce qu'on attendait de lui, et vint à son tour la soutenir. « Reste près d'elle » siffla Chacal, tandis qu'il reformait la colonne de marche. Seul Lucas, alors, croyait encore qu'ils iraient sans peine. Il voyait les torches, et dans ces torches s'ouvrir leur chemin parmi les arbres. La forêt s'arrachait dans leurs pas, traçait des spectres impossibles. Ils pouvaient lever la tête et voir, cette fois nettement, au-dessus d'eux, les corbeaux par dizaines, par centaines, couvrir toutes les branches jusqu'aux plus basses branches, et quand ils criaient, la moitié de bec pendante. Et peu à peu, le petit se mit à réaliser que les torches ne les repousseraient pas, qu'ils attendaient quoi, et il se mit à sentir plus nettement le poids que représentait Luana. Mais Mersch avait été chevalier, et Chacal était Chacal. Soudain les corbeaux se détachèrent des arbres, ces créatures de la nuit, se jetèrent sur le groupe. Ils se détachaient par rafales, 6 ou 10 ou isolés, pour s'abattre sur ces armes dressées contre eux. Le fer de hache en tête accueillit leur serre, crépita avant de tournoyer, et à l'avant le bruit d'os et de râles répandit aux râles bestiaux sous la masse et de la lame. Mersch saisit 3 flèches, les banda, sans viser, tira, et toucha 2 bêtes, qui volèrent avant de s'effondrer. Il savait, il sentait autour de lui les bêtes filer, tournoyer et son cœur battre, compter sur les autres pour le défendre. Son arc à nouveau tendu, les flèches filèrent taillées dans la masse. Un cri les alerta, et ils virent l'armure de Chacal transformée en un gouffre noir battant de plumes et de becs. Il piquait le crâne, raclait le métal, et aux articulations perçait jusqu'à la chair. La silhouette de leur chef chancela, s'abattit d'un côté avant de se redresser, et la hache siffla dans l'air net. 1 fois, 2 fois, puis 3 fois, arracha une vingtaine de corps démembrés à ses pieds. Agnès se portait à ses côtés. Surprise par les rapaces sur son flanc, elle recula, apeurée soudain. La panique aurait dû la tuer, mais le médaillon joua à son cou, et les cerfs filant sur son visage ne laissèrent que de fins traits rouges. Elle abattit sa masse, sentit l'aile double rompre avant de lever les yeux. La faune s'envolait à nouveau, et tout ce temps de combat, les corbeaux démembrés avaient tournoyé, 100, plus que 100, par plusieurs cercles denses au-dessus d'eux, comme les charognards au-dessus des charniers. « On se resserre » hurla encore le chef, et son poing levé força les autres sur lui. « On va pas tenir à ce rythme-là » cracha Irvin. « Sans rire » ne put s'empêcher d'ajouter Mersch, l'arc bandé entre 2 flèches. Dans son regard, quelque chose d'amusé. Sans attendre Chacal, leur avait donné l'impulsion de la marche. Alors leurs armes en main, la troupe s'était remise en marche. Lucas palpait à son bras là où les cerfs avaient frôlé, ce miracle où aucune griffe n'avait touché. Il sentait encore leur morsure brûlante, mais rien d'autre, et ce n'était que de la peur. Ce qui l'avait protégé, il en était persuadé, c'était Luana. Elle, son épée pendait au poignet.
la pointe traînant dans l'herbe aux côtés de ses pieds. Il s'aperçut soudain qu'elle soufflait, de la difficulté à respirer. Et il comprit enfin, après cette éternité, ce concept infiniment simple. « Elle va mourir, murmura-t-il sans savoir, après coup, si la guerrière l'avait entendu.